Nous sommes sur la 240 à Village Parkway pour une collision probablement mortelle. L'État a agi, puis a réalisé que tous les conducteurs seraient transférés chez State Cooper. 6 mois après un accident mortel ayant tué un jeune motard, la policière de l'État de Washington, Sarah Clayson, est accusée d'homicide involontaire avec véhicule. La pression pour poursuivre s'est accrue récemment, les réseaux sociaux de la police et des procureurs étant submergés de commentaires exigeant des explications sur l'absence d'inculpation. Nous discutons des mises à jour, du procès et réexaminons le comportement de Clayson sur place. De plus, il y a une nouvelle vidéo alors que la police enquêtait sur ce qu'elle aurait fait avant l'accident. Et nous allons tout analyser avec l'avocate de Washington, Andrea Burkhardt. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Avant de commencer, je dois évoquer l'éléphant dans la pièce. Oui, c'est affreux, c'est un orgelet, c'est douloureux, c'est dégoûtant. On va sûrement me couvrir de nombreux plans de coupe pendant cet épisode, mais je voulais vous prévenir. C'est pour ça que j'ai cette tête. Ça va prendre un peu de temps. Il faut que ça passe. Je pense que c'est à cause d'un mauvais maquillage ou quelque chose comme ça. Mais oui, c'est ce qui se passe. Passons à l'histoire. En mars, Sarah Clayson, officier d'information publique de la police de l'État de Washington et vétéran de 13 ans, a eu un accident après avoir apparemment récupéré une pizza près de chez elle à Richland. Elle affirme qu'une moto conduite par José Vegas Sanchez, 20 ans, est soudainement entrée en collision avec sa voiture, une Kia Telluride. À noter, elle n'était pas en service ni dans un véhicule de la police d'État lors de l'accident. Mais au final, cela ne change rien à ce qui s'est passé, car tragiquement, José est décédé, il est mort à l'hôpital des suites de ses blessures. Depuis, l'affaire judiciaire contre Clayson a été classée en pré-dossier pendant que des procureurs d'un autre comté décidaient de l'inculper ou non. Les enquêteurs attendaient les résultats d'un rapport toxicologique pour déterminer si Clayson était sous l'influence d'alcool ou de drogue lors de la collision. Il y avait des soupçons sur les lieux que Clayson avait bu et elle semblait nier sur place qu'elle était en état d'ivresse. Une prise de sang a été faite pour confirmer les faits. Eh bien, je vais être honnête avec vous. J'aimerais pouvoir écarter toute altération, mais sans les tests sur le terrain, il est difficile de l'exclure. Évidemment, c'est volontaire. Je ne vous le redemanderai pas, mais il se peut qu'il y ait toujours cette question à l'avenir. Je préférerais non. D'accord. Oui. Je comprends, mais Je sais aussi comment ça se passe, donc Que veux-tu dire par tu sais comment ça se passe? même s'il y a un petit peu, j'avais un verre dessus tout à l'heure ou quelque chose comme ça, je ne veux juste pas. D'accord. Mais non, je ne me sens pas diminuée et l'altération n'a pas posé problème. Avez-vous bu un verre de vin plus tôt? Je ne peux pas répondre à cette question. Très bien. Alors, j'en ai commencé un avant le sang, donc ça ira. Ensuite, en avril, le Tri-City Herald a annoncé avoir obtenu des centaines de pages d'enquête policière, dont le rapport du laboratoire de toxicologie de la police de l'État de Washington à Seattle. Le Tri-City Herald a rapporté que le taux d'alcoolémie de Clayson était de 0,17. Ce taux a été relevé près de 6 heures après l'accident. Le Herald a également rapporté que Clayson aurait tenté de quitter les lieux, allant même jusqu'à monter dans son SUV fortement endommagé et essayer de partir. Mais apparemment, elle n'a pas pu parce que la moto de José était coincée en dessous. Selon le Herald, un témoin l'a décrite davantage comme une adolescente nerveuse que comme une policière chevronnée. Dans cet article d'avril, le procureur du comté de Spokane, Larry Haskell, a été cité disant que son bureau effectuait davantage de tests, même si la nature exacte de ces tests n'était pas claire à l'époque, mais il a promis qu'une fois cela terminé, il y aurait un examen approfondi du dossier. Cela nous amène à l'événement récent. Le 4 septembre, Clayson a été officiellement inculpé d'homicide involontaire avec un véhicule. Et autre chose qui s'est produite entre le moment de l'accident et le dépôt de l'accusation, la famille de José a intenté une action en justice pour décès injustifié contre Clayson et son mari. Et une plainte modifiée déposée en avril cite un bar local et ses propriétaires. Parce que selon la police, on pense que Clayson avait bu au restaurant Moon Palace. Celui-ci appartiendrait apparemment à Bong Jim Bradley et Brian Wu.
Selon la plainte modifiée, Clayson avait retrouvé son mari au restaurant Moon Palace le 1er mars vers 15h30. Selon la plainte modifiée, entre 15h28 et 19h26 le 1er mars 2025, le défendeur Moon Palace a servi de l'alcool à la défendresse Sarah Clayson, apparemment en état d'ivresse. L'allégation est ensuite qu'elle échange de voiture avec son mari, prend la route et, à 19h38, ne cède pas la priorité, tourne à gauche devant Joser et entre en collision avec lui. La plainte indique que les actions du défendeur Moon Palace ont été une cause directe des blessures, de la douleur, de la souffrance et du décès de Joser Sanchez. La police de l'État de Washington aurait dit au Yakima Herald Republic la semaine dernière que Clayson était encore en congé administratif payé lors de la dernière vérification. Maintenant, cela a peut-être changé, mais je n'en suis pas totalement sûr, mais cela semble être la dernière information rapportée à ce sujet. Maintenant, nous allons vous faire écouter quelques extraits de la caméra corporelle que je pense être très important pour cette histoire, très important pour cette affaire. Mais d'abord, pour parler de ces derniers développements, pour passer tout cela en revue, je veux faire revenir sur Sidebar l'avocate de Washington, Andrea Burkhardt, qui a sa propre page YouTube. Je vous invite tous à y jeter un œil. Ravi de vous revoir, nous vous avions déjà reçu ici en mars lors du dépôt de la plainte par la famille de Josa. Maintenant, nous avons cette plainte modifiée et nous avons aussi une accusation contre Clayson. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. 6 mois environ, est-ce que c'est un délai habituel pour déposer des accusations dans une affaire potentielle, vous savez, de conduite en état d'ivresse? Donc, dans une affaire de ce genre, ce n'est pas inédit dans l'État de Washington. Et la raison, c'est que nous avons une petite particularité dans notre loi qui exige que l'analyse du taux d'alcool dans le sang soit effectuée uniquement par le laboratoire de toxicologie de l'État. Ils ne peuvent pas faire appel à un laboratoire privé en cas d'arriéré, de commandes urgentes ou de situations similaires. Donc, le laboratoire d'État est extrêmement surchargé depuis un temps considérable. Et cela signifie que dans les affaires où l'analyse du taux d'alcool dans le sang est essentielle à la décision d'inculpation, ces décisions peuvent malheureusement être retardées de façon assez importante. Pensez-vous que l'accusation est appropriée au vu des faits allégués dans cette affaire? Et pensez-vous que c'est une affaire plus facile à poursuivre? Cela me paraît une accusation appropriée. C'est l'accusation à laquelle je m'attendais, que j'aurais pensé voir déposée dans une affaire de ce genre, étant donné le rôle de l'alcool qui, d'après ce que nous savons actuellement de l'enquête, semble clairement avoir joué un rôle dans ce qui s'est passé. Dans une affaire comme celle-ci, je pense qu'il est normal de s'inquiéter de l'apparence d'un éventuel traitement différent pour un prévenu issu des forces de l'ordre par rapport aux règles qui seraient appliquées à un simple citoyen. Mais d'après ce que j'ai vu concernant la décision d'inculpation, cela ne soulève aucun signal d'alarme particulier pour moi. Mais pensez-vous enfin qu'est-ce qui va, selon vous, ressortir du point de vue des preuves? Que pensez-vous que les procureurs doivent faire pour obtenir une condamnation ici? Eh bien, je pense que son comportement sur les lieux n'est certainement pas particulièrement utile. Il y a eu des témoignages de personnes présentes à ce moment-là qui ont indiqué qu'elles pensaient qu'elle essayait de quitter les lieux. Sa façon de se présenter ne donne pas forcément l'impression qu'elle est dans la meilleure condition pour être au volant d'un véhicule. Mais au final, à la fin de la journée, c'est la science qui tend à faire pencher la balance dans ce genre d'affaires. Et donc, le résultat de l'alcoolémie, qui est revenu à 0,7, soit plus de 2 fois la limite légale dans l'État de Washington, va probablement, selon moi, avoir le plus de poids auprès du jury. Oui, c'est important et problématique. Peut-être aussi les images de vidéosurveillance de l'accident. Au fait, donc, à cause de sa position, le procureur du comté a dû se récuser de cette affaire. Ils l'ont transféré au comté de Spokane. Tu crois que ça a aussi retardé l'inculpation? Je ne pense pas. Je m'attendais à ce que cela soit anticipé assez tôt, dès que les informations sur cette affaire ont commencé à arriver au bureau du procureur. Ils auraient su tout de suite s'il s'agissait d'un gendarme qui leur transmet régulièrement des affaires avec qui ils interagissent en tant que témoins, enquêteurs et ainsi de suite. Donc, je m'attendais à ce qu'ils soient préparés à ce que ce genre de mesures soit prise.
Ce n'est pas trop rare dans cette partie du monde où nous sommes des communautés relativement petites. Les conflits ne sont pas inconnus, et donc des mouvements comme celui-ci se produisent assez fréquemment. Je vais bientôt diffuser la vidéo de la caméra corporelle pour offrir une autre perspective sur notre discussion. Revenons à cette plainte et cette affaire civile. Tout d'abord, comment cette accusation criminelle affecte-t-elle le procès? Commençons par là. Eh bien, l'accusation criminelle a le potentiel d'affecter considérablement le procès civil en raison du principe juridique appelé res judicata. Et c'est simplement l'idée que vous ne pouvez pas relancer un litige encore et encore une fois qu'un tribunal compétent a rendu une décision et que les parties ont eu une opportunité pleine et équitable de présenter leur cas. Pour présenter leur cas, alors cette décision va s'imposer. Et donc, dans le contexte d'une condamnation pénale, si elle est reconnue coupable de ce crime, cela sera probablement considéré comme un fait établi dans le cadre du procès civil et il n'aurait pas besoin de débattre de sa responsabilité ou probablement de son état d'altération pour établir les éléments nécessaires à une indemnisation civile. Et cette affaire civile, que pensez-vous du fait qu'ils ajoutent maintenant les « ou » à cette plainte modifiée? Honnêtement, je ne suis pas vraiment surprise que cela arrive. Chaque fois que vous avez une situation comme celle-ci où un décès survient à la suite de la consommation d'alcool, nous avons à Washington ce qu'on appelle des lois sur les débits de boissons. Et ces lois établissent essentiellement une certaine responsabilité de la part des personnes qui servent de l'alcool aux autres afin qu'elles soient responsables de la quantité d'alcool qu'elles fournissent et qu'elles remarquent quand quelqu'un est excessivement en état d'ébriété et pourrait ne pas être en sécurité pour partir. Ainsi, la responsabilité peut être imposée à ces types de personnes et d'établissements. Ils sont souvent visés dans des affaires civiles comme celle-ci car ils ont généralement une assurance. Ainsi, dans le but d'obtenir réparation et d'avoir une certaine prévisibilité quant à la disponibilité de ressources pour satisfaire un jugement civil, il est tout à fait normal de considérer l'établissement qui a fourni l'alcool comme un contributeur potentiel également. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est revenir en arrière. Je souhaite revenir sur la scène de l'accident et sur l'interaction entre l'agent de Richland et Clayson, car cela explique pourquoi il l'a soupçonné d'ivresse. C'est le sujet. Regardez. Hé, qu'est-ce qui se passe? Tu veux venir parler ici rapidement? D'accord. Alors, je suis Steve de l'unité de la circulation. Je sais que c'est probablement inconfortable, mais on va juste traiter ça comme n'importe quelle autre situation. On veut juste comprendre ce qui s'est passé, vous savez, simplement pour écarter toute possibilité. Oui. Vous savez, il est tout aussi important d'écarter toutes les possibilités pour tout confirmer. Je viens d'arriver, vous avez déjà répondu à d'autres, mais globalement, que s'est-il passé? Donc, je veux aller chercher une pizza Domino's. D'accord. Je tournais à gauche ici. J'habite juste là-bas, sur... D'accord. J'ai vu ce que je pensais être un phare de voiture éteint. D'accord. Juste après l'endroit où se trouve le panneau réfléchissant, le blanc. D'accord, bien sûr. Donc, je ralentissais dans la voie de virage et je l'ai vu là et je me suis dit, oh, j'ai assez de temps. D'accord. Je me suis retourné et aussitôt juste... D'accord, d'accord. Tu croyais qu'il était plus loin en te retournant? Non, il avait largement dépassé ce panneau réfléchissant. D'accord. Quand je l'ai vu. D'accord. Et puis, je crois que j'ai juste... Tu dis quoi? Je pensais que c'était une voiture au phare cassé. Je n'avais pas réalisé la bonne vitesse. D'accord, alors, tu penses qu'il allait assez vite? Oui, parce que depuis ce panneau réfléchissant, c'est un peu « je tourne, j'habite ici, alors ma règle, s'ils ont dépassé ce panneau ». Et t'as largement le temps si tu ralentis pour tourner. Compris. Donc, tu sais, à force de faire ce virage de nombreuses fois, que tu sais comment juger cette distance. Oui. D'accord, prêt à y aller, d'accord. Très bien. Donc, tu es probablement au courant. On va juste faire ça comme d'habitude. Je vais te faire passer quelques tests de sobriété sur le terrain, si tu es d'accord. Ouais, je ne pense pas que je veuille en faire. D'accord. Et pour l'alcotest portatif, es-tu prêt à le faire volontairement? Je ne veux pas tester cela. D'accord, d'accord. Vous venez de me faire une déclaration verbale.
Êtes-vous prêt à l'écrire sur papier? Oui. D'accord, très bien. Laissez-moi aller chercher un formulaire de déclaration et je vous laisserai le remplir. Et puis je sais que vous voulez partir d'ici, donc on va faire ça. Comme ça, on boucle tout pour aujourd'hui. Ça marche. D'accord, oui, donne-moi juste quelques minutes. Oui, pas de souci. Andrea Burkhardt, c'est une interaction très intéressante là. Qu'est-ce qui vous frappe? Comment a-t-on réagi à l'interaction entre l'agent et Clayson? Qu'est-ce qui a marqué? Eh bien, certainement le refus de faire les tests de sobriété sur le terrain. Cela ne va pas être utile dans une situation de procès. C'est une preuve pouvant servir de conscience de culpabilité. Donc, je pense qu'il est assez naturel pour un jury qui regarde cette situation de se dire « Hé, si tu savais que tu n'avais rien fait de mal, tu aurais été contente de coopérer avec ça et simplement d'écarter, comme l'a dit l'agent, la possibilité d'une altération. » L'autre chose qui me frappe, c'est qu'elle a donné une déclaration assez précise sur sa perception de ce qui s'est passé. Et il semble que, d'après l'affidavit de cause probable, ils ont pu déterminer à partir de certaines preuves sur les lieux, les preuves sur la chaussée qui sont souvent utilisées dans les analyses de reconstitution d'accidents de la route, que sa version n'est pas exacte. Ils ont pu estimer la vitesse de la moto à environ 54 miles à l'heure. C'est une zone limitée à 55 miles à l'heure. Donc, bien dans la limite de vitesse pour cette zone. Je pense qu'au final, la combinaison de ces deux problèmes risque de poser un problème à la défense face à un éventuel jury ici. Oui, d'ailleurs, cet officier demande à Clayson de rédiger une déclaration sur les faits, qui, d'après les rapports de police examinés, ne comptait que 6 phrases avec quelques fautes d'orthographe. Le rapport de police précise que Clayson a passé près de 18 minutes dans une voiture de patrouille à le rédiger. Et l'enquêteur a été surpris par sa brièveté. D'après les documents de police, Sarah a déclaré avoir ressenti l'impact avec la moto dès qu'elle a tourné sur Village Parkway. Sarah m'a dit que le motard dépassait clairement la limite de vitesse. Sarah n'a pas expliqué comment elle a tiré cette conclusion. Et il faut noter que des rapports ultérieurs ont déterminé que Joser, qui n'avait conduit la moto que quelques fois auparavant, selon sa famille, roulait, encore une fois, comme nous venons de le dire, à 2 miles en dessous de la limite de vitesse de 55 miles par heure lorsque Clayson lui a coupé la route. Maintenant, en poursuivant le rapport, il est écrit, je cite, « Sarah a mentionné à plusieurs reprises qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un véhicule avec un phare éteint et non d'une moto. » J'ai trouvé cette déclaration étrange étant donné que, qu'il s'agisse d'une moto ou d'un véhicule à 4 roues, cela ne change rien à sa responsabilité de céder le passage ou à la nécessité de déterminer s'il y avait suffisamment de temps pour tourner en toute sécurité devant ce véhicule. André, qu'en penses-tu? On dirait qu'on essaie de trouver des raisons pour lesquelles l'accident était inévitable. Encore une fois, c'est quelque chose dont tu as déjà parlé auparavant, mais c'est intéressant d'y revenir et de développer le sujet. Eh bien, je pense que cela va sembler être une diversion, comme si elle essayait de rejeter la responsabilité de l'incident sur le motard plutôt que sur elle-même. Il allait trop vite. Il conduisait un véhicule qui n'était pas conforme aux règles de la route. Pour moi, cela ressemble à un transfert de responsabilité qui, je pense, ne plaira probablement pas aux personnes chargées de juger l'affaire. Après avoir consulté ses collègues officiers, cet officier passe les menottes à Clayson. Et elle semble, en quelque sorte, reconsidérer si elle veut participer à un alcotest ou à un test de sobriété sur le terrain, vous savez, pour éviter d'être détenue. Mais évidemment, il est trop tard. Regardez. Tu veux attraper le... Non. Je pense qu'elle a quelque chose à bord. Tu le penses vraiment? Oui. Nous devons... Est-ce qu'il y aura assez pour obtenir un mandat de perquisition? Donc oui, je vais l'écrire. Je veux dire, à moins que tu veuilles... Qu'est-ce qui a changé? Donc je l'observais simplement. Elle a fait quelques fautes d'orthographe. Elle a écrit Sissine. Elle a dit 100 pieds. Désolé, je vais un peu vite. Elle a estimé la distance entre le gars à moto et elle à 100 pieds, mais c'est bien plus que 100. C'est comme 500 pieds. Elle a affirmé avoir presque fini son virage alors qu'elle en était clairement au début. Ses yeux sont un peu vitreux, un peu... C'est possible, mais nous devons pécher par excès de prudence.
Je n'ai pas un très bon odorat, mais je crois avoir senti une légère odeur d'alcool, suffisamment pour que je le mentionne. Et puis je lui dis, bah, tu sais, on veut juste écarter toute idée d'altération. Et comme tu ne le fais pas, je lui ai dit, je ne vais pas te le redemander. Mais tu vois, on ne peut pas l'écarter. Elle m'a dit que si elle avait bu un verre de vin plus tôt, elle savait ce qui allait se passer. J'ai demandé si c'était le cas. Elle a refusé de répondre. Donc je pense qu'avec tout ça, ouais, on doit le faire. Je veux dire, je vais rédiger le mandat de perquisition. Bien sûr, j'enregistre toujours. J'aurais aimé pouvoir l'écarter. D'accord. Comme je l'ai dit, on essaye vraiment d'éviter l'alcool. Je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas joué un rôle. Donc pour l'instant, vous êtes en état d'arrestation. D'accord. Allez, mettez vos mains dans votre dos. Nous allons faire un mandat de perquisition pour un prélèvement sanguin, d'accord? De cette façon, il n'y aura aucune question. Eh bien, nous essayons de traiter cela comme n'importe quel autre incident. Oui. Généralement, quand l'opportunité se présente, même si vous avez d'abord dit ne pas vouloir le faire, vous pouvez ensuite vouloir le faire. Eh bien, je pensais à un test d'alcoolémie volontaire, si ça devait être. Mais je ne voulais tout simplement pas le faire. Ça me semble... D'accord. Vous vouliez donc vous soumettre à... vu l'importance, il faudra probablement obtenir un mandat de perquisition. D'accord? Ça me va? Très bien, j'apprécie votre coopération. Oui, pas de souci, bien sûr. D'accord, mademoiselle Burkhardt. Intéressant. Qu'en as-tu pensé? Elle a clairement contredit son refus précédent de passer le test d'alcoolémie portatif en disant explicitement qu'elle n'était pas disposée à le faire. Donc maintenant, elle essaye de laisser entendre que, tu sais, elle est disposée et qu'elle l'était peut-être depuis le début. Ça ne donnera pas bonne impression. Non, elle a été en garde à vue 72 heures, puis libérée par un juge, sous reconnaissance. Le procureur a requis une caution de 150 000 $, mais le juge a noté que Clayson avait de forts liens communautaires et avait coopéré sur place. Aucune inquiétude quant à une fuite de Clayson. Mais alors que l'enquête sur ce qui s'est passé dans les heures précédant l'accident se poursuivait, la police a alors entendu parler du Moon Palace. Selon des documents consultés par le Tri-City Herald, Clayson et son mari fréquentaient souvent ce bar qui aurait autrefois été un restaurant chinois. Et d'après les rapports examinés par le journal, l'établissement ne fonctionne qu'en espèces et les clients doivent apparemment entrer par une porte latérale tandis que la porte principale reste verrouillée. Je répète, cela repose sur ces allégations. Mais on voit l'agent utiliser cette entrée sur la caméra corporelle quelques jours après l'accident. Regardez. Comment ça va? Bonjour. J'ai quelques questions à poser. J'enquête sur un accident qui a eu lieu il y a quelques jours. Je voulais juste savoir si vous aviez des vidéos ou des documents concernant les personnes qui auraient pu être ici. Non, je n'ai pas de vidéos ici. D'accord. Et pour les reçus ou autres? L'officier a noté dans son rapport « Jusqu'ici, j'ignorais que le Moon Palace était encore en activité, bien que je savais que le bâtiment était là. Toutes les années où j'ai travaillé pour la ville de Richland, je croyais que ce bâtiment abandonné avait été un restaurant chinois. Donc, il n'est pas clair combien les Clayson ont bu pendant qu'ils étaient à l'intérieur parce que, écoutez ceci. La police pense que les employés du bar auraient peut-être supprimé des détails concernant leur addition. Andrea, ça ne semble pas bon ni pour Clayson ni pour le bar, n'est-ce pas? Non, ça semble très mauvais. Ce genre de comportement montre encore une fois une conscience de culpabilité. Ils devront aussi remettre en question l'affirmation que l'entreprise fonctionne uniquement en espèces. Il va clairement y avoir des mécanismes permettant à la police de vérifier la véracité de cette déclaration. Donc, et bien sûr, ce n'est pas illégal de faire cela, mais il serait certainement très inhabituel à notre époque et dans un secteur comme la restauration de ne pas accepter les cartes de crédit. Donc, encore une fois, c'est simplement plus de malhonnêteté et une façon de dissimuler les traces qui, au final, ne va vraiment pas donner une bonne image.
L'audience de mise en accusation de Clayson est prévue pour plus tard ce mois-ci. Cependant, son avocat de la défense, Scott Johnson, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, a déclaré aux médias locaux, je cite, « Dans le monde d'aujourd'hui, les gens exigent des réponses immédiates et se précipitent pour juger. Tirer des conclusions sans tous les faits est irresponsable et injuste envers notre cliente. Elle mérite, et la loi l'exige, de bénéficier d'une procédure équitable et impartiale et non d'un système biaisé contre elle. Cela paraît assez général, non ? Elle ne donne pas vraiment de détails. Je suppose que la question serait « À quoi vous attendez-vous comme défense de Clayson, que ce soit face à une accusation criminelle ou à un procès civil ? Cela pourrait être différent ou similaire ?» Eh bien, je m'attends à ce qu'il y ait probablement beaucoup de recoupements, parce qu'en fin de compte, même si vous arrivez à éviter une condamnation pénale, cela ne veut pas dire que vous ne serez pas finalement tenu civilement responsable. L'affaire O.J. Simpson en est l'exemple le plus célèbre. Mais cela signifie qu'il faudrait probablement beaucoup plus de travail pour obtenir ce jugement civil contre elle. Donc, en fin de compte, d'après ce que je sais de cette affaire, je m'attendrais à ce que la défense soit principalement juridique. Ils doivent essayer de faire rejeter ce résultat d'alcoolémie. C'est comme ça que je le vois. Je pense qu'il pourrait essayer d'utiliser sa déclaration dans la voiture de patrouille où elle disait qu'elle était prête à coopérer en fournissant un échantillon. Peut-être que cela invaliderait alors le mandat de perquisition qui en a découlé si cette information n'était pas incluse, à savoir qu'elle était prête à le fournir volontairement ou quelque chose dans ce genre. Ouais, parce que s'ils parviennent à faire déclarer ce taux d'alcoolémie irrecevable au procès, alors je pense qu'ils seront dans une position beaucoup plus forte concernant la distinction entre le fait qu'il n'est pas illégal de boire un verre et de conduire une voiture, mais qu'il est illégal de conduire en étant sous l'influence de l'alcool. Ainsi, l'analyse sanguine numérique offre un moyen clair, net et précis d'établir l'état d'ébriété. Quand vous n'avez pas cela, alors cela peut devenir beaucoup plus subjectif. Et les jurés vont pouvoir regarder ces images de la caméra corporelle, voir la situation de leurs propres yeux et tirer leurs propres conclusions. Et ce ne sera peut-être pas aussi simple et évident que lorsque vous avez ce 0,117 qu'ils entendent. C'est presque comme, même si c'est différent, mais c'est presque comme si vous pouviez admettre ce taux d'alcoolémie dans un procès, c'est ce qu'on appelle la responsabilité stricte. Ce n'est pas le cas. Mais c'est presque comme si on n'avait même pas besoin de prouver qui est en faute. Si c'est là que se situe leur taux d'alcoolémie, jury, vous pouvez voir ce qui s'est passé ici. Ce n'est pas le cas, je joue un peu avec cette idée, mais ce serait tellement dévastateur pour son dossier. Très rapidement, quelle serait une façon de la déclarer irrecevable ? Eh bien, je pense simplement qu'ils vont examiner tous les aspects. Ils vont regarder le processus. Le mandat lui-même sera toujours examiné de très près pour tout type de problème. Ils vont examiner le processus du tirage. Ils vont examiner le processus d'analyse en laboratoire en s'assurant que cela est 100% conforme aux règles. Tout est vérifié dans les moindres détails et la moindre petite erreur dans l'un de ces domaines pourrait potentiellement servir de base à une requête de la défense. Maintenant, il ne faut pas oublier tout cela. On met la loi de côté. On ne peut pas oublier la victime dans cette affaire, n'est-ce pas ? José Sanchez, 20 ans. Né au Venezuela, il a récemment obtenu son diplôme de fin d'études secondaires aux États-Unis. Sa famille indique qu'il vivait dans les Tri-Cities depuis 7 ans et travaillait comme cariste chez Lamb West dans une usine alimentaire. Sa famille s'est confiée à Apple Valley News lors d'une interview émouvante. Sa mère a dit « Quand tu vois José, tu te sens incroyable, comme si le soleil brillait sur toi. » C'était José, le rayon de soleil de notre famille. Maintenant, nous l'avons perdu. C'est difficile pour moi de parler même de mon fils. Le père de Sanchez a confié à Apple Valley News qu'il voulait juste une résolution équitable. Quand j'ai su que ce n'était pas un accident et que le conducteur était aussi un policier Washington State Patrol hors service, j'ai pensé « Oh non, la vérité sera encore plus dure à établir. » Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais nous voulons la vérité. Nous voulons la justice. La famille a lancé une cagnotte GoFundMe pour financer les frais funéraires. Sa mère a écrit sur GoFundMe qu'il était une âme brillante et aimante, apportant de la joie autour de lui. Et son absence a laissé un vide que nous ne pouvons même pas commencer à décrire. Avant de partir, Andrea, parlons brièvement de l'importance d'une action civile pour une famille afin d'obtenir des réponses et que les responsables rendent des comptes. Évidemment, les défendeurs dans cette affaire auront l'occasion de présenter leur défense.
Mais pourquoi est-ce une voie importante pour les familles qui perdent un proche, en particulier dans ce genre d'affaires? Eh bien, c'est important parce que, à mon avis, cela leur donne une certaine maîtrise sur les questions posées et les réponses recherchées. La procédure civile permet aux plaignants d'obtenir des informations lors de la phase de découverte. Les règles de découverte dans l'État de Washington sont très permissives et larges. Donc, lors d'une enquête policière, ils vont certainement se préoccuper des victimes et chercher à les soutenir et à les aider. Mais en fin de compte, leur responsabilité est envers la communauté et ils mènent leur enquête avec cet objectif en tête. Bon, pour la famille, cela peut ne pas être satisfaisant, en particulier, comme vous l'avez souligné, avec cet aspect du Moon Palace et la responsabilité potentielle qu'ils pourraient également avoir. Ce n'est pas le genre de problème que les forces de l'ordre vont enquêter au niveau criminel. C'est une affaire civile et non criminelle. Donc, ce genre de problème ne pourra être examiné que par le biais d'une action civile comme celle-ci. Andrew Burkhart, merci d'être revenu discuter de cette affaire et de ses nouveaux développements. J'apprécie votre temps. Avec plaisir, Jessie. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de votre présence. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou X. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.